Bonjour à tous. Après avoir été une base arrière des Américains dans le Pacifique, la Nouvelle-Calédonie est devenue dans les dernières années de la Seconde Guerre mondiale une base de convalescence et de repos. L'occasion pour les Calédoniens de découvrir l'incroyable mode de vie de ces jeunes soldats et de nouer des liens avec eux. Vous allez voir que ces 5 années de présence américaine ont bouleversé notre pays. Sur les traces du passé, c'est tout de suite sur NCTV. Les Américains ont marqué les gens, d'abord par leur manière de vivre, par le matériel importé, et puis on a connu des choses qu'on n'avait jamais connues auparavant, quoi. Alors ce que les Calédoniens ont découvert, le bulldozer, on n'avait jamais vu ça. Oui, c'est un engin, il déplace les montagnes, hein. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et puis le gradeur. Le gradeur, c'est l'engin qui a une lame en travers, là, et puis qui assure la bonne horizontalité du système routier. Alors ça, c'est une merveille mondiale, parce que le gradeur, personne sur la planète n'avait vu un tel engin avant l'arrivée des Américains. Ils ont appris avec les Américains comment prospérer. Ils ont vu les gros engins sur les routes. Alors pour les mines, c'était idéal. Les gens, au lieu d'avoir des ouvriers qui ramassaient le minerai à coups de pioche, il fallait une nombreuse main-d'œuvre. Ils ont fait venir des engins, Caterpillar, et puis des pelleteuses pour travailler sur les mines, pour extraire le minerai. Ils ont développé des cultures ici, parce que comme l'agriculture n'avait pas beaucoup de champs de cultiver, ils ont développé la culture du maïs, parce qu'ils mangeaient beaucoup de maïs, la culture du concombre, culture du melon aussi. D'ailleurs, on a gardé, tous les agriculteurs ont conservé les graines de melon de cette époque. On avait amené tout le matériel pour faire de la culture, tout ça. Hein. Puis ils venaient chez les gens, ils labouraient chez les gens. Alors la moitié pour eux et la moitié pour l'armée. C'est les colons, ils venaient, ils labouraient partout. Comme ça que les colons, après, ils ont eu des petits tracteurs, tout ça. C'est eux qui ont développé la Calédonie. Hein. Donc moi, je crois qu'elle serait encore comme avant. Hein. Oh là là. Les grands colons calédoniens ont fait appel à eux. Comme ils avaient des tracteurs et tout, ils les ont mis à notre disposition. Et ça a permis, justement, aux Calédoniens de procéder à des cultures et tout, qu'ils revendaient ensuite à l'armée américaine. Parce qu'ils en avaient un besoin intensif, quoi, vous voyez. La boîte de conserve, ça va, mais dans une courte période, hein, on s'en lasse rapidement. Et donc, par là, vous voyez, les colons éleveurs néo-calédoniens ont profité de l'aide technique américaine pour agrémenter leur production. Autrement, les Américains étaient bien, attention, hein, ils avaient tout. Hein. Ils avaient des habits, ils avaient tout. Ils avaient de la bouffe, ils avaient tout. Hein. Ben, beaucoup de boîtes. Hein. Si, ils faisaient la cuisine aussi. Hein. Puis les légumes que par eux-mêmes, ils les faisaient ici. Hein. Ils ont fait cultiver les légumes. Ils avaient beaucoup de légumes déshydratés, dont les pommes de terre déshydratées, des œufs déshydratés aussi. C'est curieux pour faire les omelettes et tout ça, mais ça leur permettait, quand ils étaient sur le front, de faire rapidement, de casser des œufs, tout était prêt. On devait rajouter de l'eau, une poêle, et puis voilà. Et les pommes de terre aussi déshydratées, c'était pareil. Oh, ils avaient un tas de choses, de spécialités à eux. Mais les légumes qu'ils ont fait cultiver ici, c'était des légumes frais, et c'était par tonnes, vraiment par tonnes. Alors les Calédoniens en ont profité, surtout les cultivateurs. Ils recevaient énormément de colis, ça c'était incroyable. Et la plupart du temps, ça partait à la poubelle, quoi, et ils gardaient un ou deux trucs, ou alors peut-être qu'avec le voyage, c'était peut-être périmé, je ne sais pas, mais peut-être pas périmé, puisque nous on les mangeait. C'était pas perdu pour tout le monde. On ramassait tout ça dans son vieux camion, on allait là-bas, on épluchait tout ça, puis on remettait tout ça au magasin. Les carottes, les carottes, tout ça. Mais bon, hein, c'était bon. Ben pour eux, c'était fini. Hein.
C'était une vie facile qu'on ne connaissait pas. Attendez, quand ils sont arrivés, on était au rationnement. Il fallait des tickets pour avoir de la viande, il fallait des tickets pour tout. On donnait des tickets à cette époque-là. Moi, des fois, je me levais à 4h30 ou 5h pour aller faire la queue chez Ballon pour avoir 2-3 kilos de viande. Ah, c'était la belle époque, hein. Et c'est comme ça que la Nouvelle-Calédonie s'est développée. Hein. C'était fini, les voitures à bœufs, tout ça. Hein. Chacun j'avait leur petit tracteur pour labourer et tout ça. La présence américaine a marqué les générations précisément parce que les Calédoniens ont eu une vie meilleure. Et ça reste parce qu'ils étaient pauvres. Et les Européens, il y avait une forte inégalité sociale. La vie dans les tribus était également très sommaire, enfin les gens n'avaient pas une grande aisance matérielle et le travail sur les mines et les conditions de vie des travailleurs asiatiques a également été très difficile et c'est tout ça qui a été amélioré finalement. La présence américaine a apporté beaucoup de confort à la Nouvelle-Calédonie. Autrefois, les gens déjà un peu fortunés avaient, en guise au lieu d'avoir un réfrigérateur, avaient des glacières. Et ces glacières, il y avait une fabrique de glace. On livrait des gros cubes de glace pour mettre dans les glacières, tous les jours d'ailleurs. Quand les Américains sont arrivés, ils nous ont appris à utiliser un réfrigérateur. Les magasins locaux en ont fait venir d'Amérique, les réfrigérateurs, et presque toutes les maisons se sont équipées. De même que les machines à laver le linge. Pendant la présence des Américains, il y a plusieurs personnes qui se sont installées comme qui s'étaient proposées de laver le linge à la main comme ça se faisait autrefois. Avec les Américains, on nous a montré qu'on pouvait très bien laver le linge avec des machines à laver et toutes les familles se sont équipées d'une machine à laver le linge parce que les magasins en ont importé d'Amérique. Alors c'était du modernisme, du confort. Ah, pour les maîtresses de maison, c'était idéal, vraiment. Hein. Quand la Nouvelle-Calédonie devient une base de convalescence et de repos pour les soldats américains, les relations changent avec la population et deviennent beaucoup plus conviviales. Et tout le monde s'en souvient encore. One scotch, one bourbon. Ils ont vu que c'était pas du tout un état de guerre. Alors là, ils ont tout de suite familiarisé et puis ils donnaient à tout va des friandises aux enfants. Ils essayaient d'aller dans les familles lavaient leur linge. Et ils se sentaient chez eux, quoi. Ils ont appris à la population calédonienne à boire du Coca-Cola. Alors qu'en France, on ne savait pas ce que c'était que le Coca-Cola. Nous, à l'époque, on avait soif, il y avait le robinet. Hein. Les Américains nous ont fait connaître tous les chocolats fourrés, toutes ces spécialités-là. Ça, on connaissait que le chocolat brut. C'était le chewing-gum aromatisé. Des bonbons de toutes sortes, des barres de chocolat avec du caramel, ils ont trouvé ça formidable, non? Les cigarettes à volonté. Parce que pendant un moment, on n'avait plus de tabac français, c'est fini. Les cartouches de cigarettes, là, c'était 21 francs la cartouche. Et à Bourail, c'était l'armée néo-zélandaise. L'armée a un grand hôpital aussi à Bourail. On allait se faire arracher les dents. On partait d'ici à pied, puis on allait là-bas, à Téné, là. Là, le grand hôpital. On allait se faire arracher les dents, là. Ça. Puis il y avait un grand magasin où c'était le même prix, hein. C'est beaucoup de choses, beaucoup de cigarettes parce qu'on fumait. On était gosses, mais ça envoyait les Camel, Lucky. Les cigarettes préférées, ça. Camel et Lucky. Et puis ils étaient généreux, ils donnaient leur boîte de conserve, le spam, dont les gens raffolaient, parce qu'il y avait quand même des gens malheureux en brousse, c'est vrai. L'agriculture n'était pas aussi prospère que maintenant. Alors vraiment, ils ont été très, très gentils. Souvent, on revenait du bain militaire,
On s'arrêtait, il y avait un tack shop, un PX. On buvait un coq à la fontaine avec des waffles, des cheese beats, tous ces trucs-là. Et quand on descendait, des fois, on ne sait pas pourquoi, l'Américain il disait « Hey Johnny, come !» Hop, on se mettait dans la file avec une gamelle, puis on passait. J'arrivais à la maison, j'avais déjà mangé. Il était vraiment large, hein. Il donnait un tas de trucs, il venait à la maison et il vous apportait quelque chose. Pour peu que ma mère dise « Ah, il me manque de ça », et le lendemain, il amenait. Hein. Tout d'un coup, d'un seul, on a pu manger à sa faim, se vêtir correctement, on a pu faire un travail intéressant, être mieux traité, gagner plus d'argent, travailler la terre avec des outils modernes, être considéré. En somme, vivre mieux. Les gars, ils ont vite appris à parler anglais. Hein. Tous mes copains, ils ont appris, ils parlaient tous anglais. Hein. Ça va vite, hein. Surtout quand on est jeune, ça va assez vite. Hein. Puis là, comme on dit, à la fin, il justifie les moyens. Hein. Alors nous, à la marine, nous avions droit à avoir une petite, un petit PX à nous. Alors on trouvait tout ce dont les marins pouvaient avoir besoin. Des chaussures noires de marin, les sous-vêtements, les chemises. Ah, c'était bien quand on travaillait au PX là-bas. Il y avait tout. C'était pas cher, c'était un gros magasin ça. Hein. Les relations des armées américaines avec les populations calédoniennes se passent plutôt bien, voire très bien, très cordial. Le contact se fait assez facilement. Et puis bon, ils ont de l'argent, ils ont les moyens aussi de faire plaisir à la population et ils ont besoin de cette population. Donc les relations sont bonnes. Les Calédoniens se sont bien comportés parce qu'au fait, l'Américain était riche, il avait des véhicules, alors c'était partie de chasse, pique-nique et tout, vous voyez. Nous, on était restrictionnés, il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus de sucre, il n'y avait plus rien. Eh bien, on était épaulés et aidés par ce potentiel américain, n'est-ce pas? Ils étaient très aimables, très bons enfants. C'est vrai, hein, ils étaient vraiment très très bien tous. Les Américains, ça c'est des époques inoubliables. Les gens étaient ravis, enchantés, hein, oui, de les avoir. Chewing-gum, soda, whisky, chocolat et vie facile. Les Calédoniens ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent aussi une nouvelle façon de vivre. Le cinéma de plein air, les fameux drive-in, les dancing, les standards de Glenn Miller et les rythmes endiablés de Twist. Un véritable choc culturel pour tout le monde. Et alors, il y a eu un peu plus d'animation le soir. Il y a eu du cinéma, c'était pour les soldats, mais les Calédoniens étaient autorisés à y assister. Quand l'amiral Olsey, des fois, jugeait que le film était peut-être trop violent, il venait et il disait « Sorry boys, no movie tonight ». Alors on dit « Ok, allez, au revoir papy ». Et puis on partit. Mais on tournait, on allait chez Joston, on passait par-dessus la barrière et on se mettait sur le toit des dépendances de chez Olsey, là, puis on regardait le film quand même. Ils ont créé même des salles de danse à Nouméa. Alors nous, les jeunes filles des bureaux, il y avait, pas toutes les semaines, mais peut-être tous les 15 jours, un officier ou un sous-officier qui venait pour recruter des danseuses. Ils allaient chercher des filles dans les familles, mais il fallait toujours, je me rappelle du mot, il fallait chaperonner, il fallait le chaperon. Ils étaient très stricts là-dessus. Et donc ils organisaient des soirées dans différents endroits, quoi. Et après ils ramenaient les gens chez eux, quoi. Alors je me souviens, ça ne se faisait pas à l'époque, on dansait jour contre jour, vous voyez. Chic, tout chic, ils appelaient ça. On connaissait que ça, la musique américaine. Hein. Le twist, tout ça, la voix, oui. Il y avait des slow et il y avait du rock'n'roll. Du rock'n'roll, c'était formidable. Il y avait de ces danseurs parmi eux. Quand il y avait des grandes représentations au Vélodrome, il y avait toute la piste, c'était sur le bord de la piste, il y avait une grande scène et puis il y avait tous les gens qui venaient, les acteurs et tout ça. Et Madame Roosevelt était passée aussi là. Et donc quand ils allaient au Vélodrome, ils parquaient toute leur Jeep à la place de Gaulle, vous voyez. Et c'est là que nous, avec nos H700, on allait faire un petit tour en bas de la montagne puis on revenait. Parce que nos copains du camp du PLGC, là, nous avaient donné des clés. C'est là que j'ai appris à conduire, si on veut dire. Il y avait ce qu'on appelle le Triangle Garden,
Il y avait là des rings de boxe, et puis il y avait certainement un bar, alors où les Américains venaient, quand ils étaient en permission, ils avaient le droit de venir boire de l'alcool, enfin ils s'achetaient tout. La présence américaine a aussi élargi un peu pour tout le monde l'horizon culturel de façon générale. Plus de monde ont eu accès à la culture américaine, aux films, à la musique, aux loisirs, aux journaux, alors que tous ces avantages matériels et culturels étaient connus des Calédoniens, mais dans la mesure où la société était très inégale socialement et très ségrégée, une petite partie seulement avait accès de façon générale à ces conditions de vie-là. Donc la présence américaine a également amélioré les infrastructures publiques, les routes, l'état sanitaire aussi de la ville de Nouméa a été amélioré par les Américains, la lutte contre les rats, par exemple, il y avait beaucoup de rats à Nouméa, les moustiques. L'hygiène d'une façon générale a été améliorée. Et l'enrichissement des familles, ça va de la haute bourgeoisie aux habitants des tribus ou les habitants de brousse qui ont pu, pour les plus entreprenants, qui ont pu proposer des choses, s'enrichir, prendre des activités pour le compte des Américains et donc améliorer leur vie et surtout constituer un capital qui leur permettra, après la guerre, d'avoir de nouvelles conditions également et de s'enrichir et de donner des études à leurs enfants, par exemple. Il y a des gens qui ont fait une sorte de marché noir, avec l'alcool, qui devaient l'acheter à un certain prix, qui devaient le revendre au moins le double. Vous voyez, alors il y en a qui ont fait fortune comme ça. Après la guerre, il y a eu un service des affaires économiques, et puis il fallait faire des demandes de licence pour être autorisé à importer d'Australie ou d'Amérique ou d'ailleurs. Alors je pense que les gens ont réussi petit à petit à écouler leurs dollars. Ce qui reste surtout, c'est l'aspiration à mieux vivre, puisqu'on a rencontré ça et on voit que c'est possible. Les populations européennes pauvres, les populations kanaks, les populations asiatiques, qui ont eu une autre vie pendant la guerre, eh bien ils y ont aspiré après la guerre. Et de là un mouvement social revendicatif fort, de là une revendication pour l'amélioration des conditions de vie. Tout simplement parce que pendant la guerre, ces améliorations, elles avaient été expérimentées pendant longtemps. Donc elle est là l'influence américaine. Le 8 mai 1945, le Troisième Reich capitule, suivi le 2 septembre 1945 par l'Empire du Japon. Pour tout le monde, c'est la fin de la guerre. Et c'est aussi le départ des soldats américains. À la fin de la guerre, oui, il y avait des Américains, il y a eu une cérémonie au monument aux morts, face à la police. C'était là qu'était le monument aux morts avant. Et alors le peu de troupes qu'il y avait, il y en avait quand même, les troupes nouméennes, il y en avait pas mal. Et les marins, c'était un tout petit, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient une vingtaine, on défilait avec les Américains. Alors c'était la liesse, vous vous rendez compte, la joie. Oh, c'était leur fête, partout. C'était la liberté, c'était la victoire. Les Américains ont quitté le territoire petit à petit, au fur et à mesure de la montée de leurs armées vers le nord du Pacifique Ouest. Donc, et le dernier contingent, il restait 15 000 hommes environ, a quitté la Nouvelle-Calédonie au milieu de l'année 46. Ça s'est fait progressivement. Moi, je me souviens, les derniers, en 46, les derniers sont partis en 46. C'est un peu pour ça que j'ai eu des bons résultats à l'école. Parce que j'étais constamment fourré chez eux, certainement plus qu'à l'école. 45, ils ont plié bagages et puis qu'ils nous ont laissé, n'est-ce pas, poursuivre notre chemin tout seul. Ça fait un grand vide. Nouméa est devenu très très calme. Enfin, il y avait toutes les installations plus ou moins qui étaient restées. La vie a continué quand même. Un peu plus active, la population.
étaient moins endormis qu'au début. Les gens étaient plus entreprenants pour faire un tas de choses. Quand les Américains sont partis, ils ont procédé de la manière suivante pour leur matériel. Le matériel qu'ils pouvaient démonter et utiliser, par exemple au Japon ou à Guam, ils l'ont fait. Le matériel qui coûtait plus cher d'être détruit que d'être renvoyé aux États-Unis, ils l'ont détruit. Et le matériel que les Calédoniens pouvaient acheter, ils l'ont vendu. Quand ils sont partis, les munitions, ils avaient mis ça à l'île aux Bois de Fer, en face de Watom. Il y avait 2 montagnes. Ils ont fait exploser ça, les vitres de dispensaires de la France, ils en ont cassé. Tellement que ça a tremblé partout. Mais au lieu de tout vendre, ils ont tout coulé. Et du matériel en parfait état. Il y en a beaucoup, ils n'ont pas explosé, quoi. Hein. Puis c'est parti partout à la mer. C'est comme ça qu'on trouvait des caisses de dynamite partout, des amorces de grenades, tout ça, des bazookas. Mais à Watom, là, dans le dépotoir qu'ils avaient fait au bord de la mer, mais il y avait de tout là-dedans. Il y avait des bombes, il y avait des mitrailleuses, il y avait... Oh là 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 là! Il y en avait, c'était à l'air, comme ça, les bombes. Il y avait la tête en bas, le cul en l'air. Je ne sais pas si c'était des amoncés. Je ne sais pas. Le matériel qui a été détruit, il a été fait parce qu'il n'y avait aucune utilisation économique viable de ce matériel. Il n'y a pas eu, franchement, gaspillage. Donc les pouvoirs publics calédoniens ont acheté du matériel, les particuliers ont acheté du matériel, mais enfin, une fois que vous avez acheté un camion, vous en achetez un deuxième pour les pièces, peut-être un troisième, mais après, il n'y a aucune raison d'en acheter plus parce que vous n'allez pas en avoir l'utilité. Des aérodromes aux centres hospitaliers, les Américains auront permis une véritable transformation de notre territoire. Quand ils quittent la Nouvelle-Calédonie, les mentalités ont changé dans le pays. Aujourd'hui encore, il reste quelques vestiges de leurs 5 années chez nous. Des noms de quartiers de Nouméa, Motorpool, Receiving et beaucoup de souvenirs inoubliables. Il y en a beaucoup qui ont continué à correspondre avec les familles. Nous avons correspondu longtemps avec 1 ou 2 Américains. Puis après, bon, les gens se marient, ont des enfants. On a d'autres intérêts, c'est vrai, c'est normal. J'ai connu un Américain qui s'appelait Wakinta, un lieutenant qui est dans le civil, il s'occupait de jeunesse en difficulté et tout ce genre de trucs là. Et ce gars-là, il s'est occupé beaucoup de Calédoniens, de jeunes Calédoniens. Et moi, j'étais dans les scouts à l'époque et c'est lui qui me fournissait en chapeau scout, livres de scoutisme américain et tout ça. Et ce gars-là il m'a abonné au journal américain Popular Mécanique. Et c'est marrant parce que, je ne me rappelle plus combien, mais plusieurs années après, je continue à le recevoir. Il devait continuer à payer les abonnements. La bonne fraternité qu'il y a eu entre les jeunes calédoniennes et ces jeunes gens, plus d'1 millier d'Américains se sont mariés. Hein, et puis autant fraternisé avec le reste des belles néo-calédoniennes. C'était pénible, c'était les jeunes filles qui étaient fiancées, dont les futurs partaient.
et qui quelquefois ne les ont pas rappelés, vous savez, ça peut arriver, hein, des choses. Aujourd'hui, dans toute l'Amérique, vous avez des Calédoniennes. Hein. Elles sont réparties sur l'ensemble du territoire américain. C'est quelque chose de fabuleux, quoi. Hein. Les vestiges matériels de la présence américaine sont beaucoup moins nombreux aujourd'hui. Hein. Ils étaient vraiment très nombreux jusqu'à la fin des années 60. Bon, il y a le tracé des routes, mais il faut le savoir. Il y a le bâtiment de la polyclinique, quelques demi-lunes qui sont encore utilisées par la population, alors que dans les années 50, c'était plusieurs centaines de demi-lunes qui étaient habitées par la population calédonienne, que ce soit à Nouméa ou dans certains villages de brousse. Alors les petites demi-lunes qui étaient réservées au personnel, il n'y en a pratiquement plus, hein, ou très peu. Mais par contre, les grands quonset, qui étaient des grands docks, n'est-ce pas, eh ben, on en voit à Magenta, on en voit un peu ailleurs, tant mieux. C'est le souvenir qui reste et qu'on aperçoit un peu partout. Voilà, cette émission est maintenant terminée. J'espère que ces 2 numéros des Traces du passé consacrés à la présence des Américains en Nouvelle-Calédonie vous auront intéressé. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous.